Bienvenue tout le monde à l'Informel en confinement, quatrième épisode. Je suis super content de l'émission qu'on a à vous présenter aujourd'hui. On aura enfin la chance de parler avec la commission scolaire au Cœur des Vallées. On sait qu'il y a beaucoup de questions là, de la part des parents, des enseignants aussi qui vivent ça de façon assez particulière. Donc, on va pouvoir jeter un peu de lumière là-dessus. Puis aussi, on va parler avec Benoît Lauzon, préfet de la MRC de Papineau. Beaucoup de sujets d'actualité. On va aller rejoindre mon collègue Sylvain Caron pour nous faire le tour un peu de ce qu'on va parler aujourd'hui, Sylvain. Eh bien, on a une bonne nouvelle concernant la TVC. On repart le fameux bingo traditionnel du mercredi soir à partir de la semaine prochaine. On va faire le tour aussi des cas dans les hôpitaux, les hospitalisations, oui, au niveau de l'Outaouais. On va parler évidemment du retour un peu dans les écoles, un peu plus en profondeur avec M. Bellavance. Et aussi, on a la levée des barrages routiers qui s'en vient prochainement. Donc, à la TVC, une bonne nouvelle. On avait parlé un peu, là, il y a bien des gens qui étaient déçus de voir qu'on devait arrêter le bingo là, pour différentes raisons. Donc, ça va se passer, tu dis, à partir de la semaine prochaine, c'est ça? Oui, mercredi le 13 mai, le grand retour du bingo à la TVC Basse-Lièvre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus. Justement, on a eu des commentaires ici et là, mais ce n'était pas de notre ressort. Donc, c'était la régie, comme on l'a dit plus tôt, qui avait décidé de couper tous les bingos à travers la province. Et puis, on le sait que c'est une partie des revenus très importante pour beaucoup d'organismes. Et donc, on est heureux de repartir ça. Et les cartes vont être disponibles chez les dépositaires à partir de ce jeudi. Donc, vous avez des cartes aussi, si vous aviez des cartes qui étaient datées du 25 mars dernier, bingo qui n'a pas eu lieu. Donc, si vous les avez déjà achetés, vous pouvez venir au bureau de la TVC du lundi au jeudi de 10h à 14h et on va pouvoir les échanger. Faites à noter aussi, il n'y a pas de date limite pour les échanger. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas vous présenter pour le bingo du 13, eh bien, il y aura possibilité de les échanger pour un bingo suivant. Et puis, comme on dit, il n'y a pas de date limite. C'est drôle pareil parce que pas plus tard que la semaine passée, c'est la Chambre de commerce Mm. de Gatineau qui voulait faire un bingo virtuel qui finalement n'ont pas eu le droit à cause de la réglementation. Puis là, ça revient. Là. Fait que, Oui, mais c'est deux choses différentes par contre. c'est Parce que vrai? nous, on fait un bingo à la télé, mais tout ce OK. qui est Internet et tout ce qui est jeu en ligne est contrôlé par l'Auto-Québec exclusivement au Québec. Donc, on ne peut pas faire de bingo en ligne payant de quelque nature que ce soit, même tout autre type de loterie qu'on ne peut pas le mettre sur Internet. Donc, à la base, ça n'aurait pas été permis de toute façon. Alors voilà, mais c'est clarifié. Bilan dans les hôpitaux. Ben, bilan des hôpitaux, ben, ici en Outaouais, on s'en tire très bien. Quand même, on a des belles statistiques. Et puis, je vais te sortir ça. Les derniers chiffres on a 304 cas selon le site web du CIS de l'Outaouais. 304 cas depuis le début. Mais là, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rétablies. On a eu 171 personnes qui ont été rétablies depuis le début et donc il y a 133 cas actifs. Et c'est sûr que, bon, on en retrouve généralement à la ville de Gatineau plus parce que, bon, on le sait, la population est plus dense. C'est un petit peu plus difficile de maintenir la distanciation sociale. Donc, on a 221 cas à la ville de Gatineau. Une autre municipalité qui est un peu plus touchée, c'est Saint-André-Avelin avec 7. Et dans toutes les autres municipalités, on parle de 5 et moins et on a encore une trentaine de personnes à déterminer. Donc, on a eu quand même 4 décès, dont plusieurs ont été dans les maisons pour personnes âgées. On a en ce moment une personne aux soins intensifs et 9 hospitalisations, donc incluant les patients aux soins intensifs. Donc, on en a 8 aux soins réguliers, un aux soins intensifs pour 9. Et on a là-dessus aussi 49 employés qui ont été atteints. Ça, je pense que c'est une grosse partie. On parle de 300 cas. C'est une bonne partie de ceux qui ont été touchés. Et on parle aussi de 2 résidences pour personnes âgées qui ont eu une éclosion. Donc, on s'en tire très bien. Et puis,
on a, pour le secteur de Buckingham, en ce qui a trait aux données, justement, parce que c'est assez difficile de voir comment on peut se situer, nous ici. Est-ce qu'on fait partie de la ville de Gatineau? Est-ce qu'on est dans du RLS de Papineau? Bien, en fait, à Buckingham, on est avec le RLS de Papineau. Donc, on ne fait pas partie des cas de la ville de Gatineau, mais plutôt des 35 cas dans ce qui a le réseau local de services de Papineau. Donc, ici, on est pas mal épargné, si on peut dire, comparativement à Gatineau même, la ville de Gatineau. Et puis, on a, parce que, bon, la ville de Gatineau, comme on l'a dit, on a plus de 240 cas. Et puis, ailleurs, ben, c'est quand même assez bas. On parle de la vallée de la Gatineau, 5 et moins. Dans le Pontiac, 5 et moins également. Et puis, la Merci-des-Collines, le réseau local de services, ça aussi, c'est un petit peu plus complexe, là, parce que des fois, ça comprend des municipalités qui ne sont pas dans les municipalités régionales de comté. On a 12 cas dans ce coin-là. Donc, c'est quand même une belle, un beau topo. Et puis, on se dirige vers, comme je le disais, une levée des barrages routiers un peu partout à travers l'Outaouais. C'est vraiment quelque chose qui va permettre euh, la circulation pour aller dans les commerces, généralement, un peu partout dans le secteur de l'Outaouais. On a quelques commerces qui ont réouvert ici et là, le 4 hier. Et puis, je me suis promené un peu. Je suis allé voir, je suis allé prendre le pouls un peu de Buckingham et OK. puis savoir qu'est-ce qui se passait, s'il y avait eu de l'achalandage et tout ça. Je suis arrêté chez Signature Médicaments Parentaux pour aller voir si elle, justement, avait eu un gros achalandage. On sait qu'elle a été très présente sur les médias sociaux pendant la pandémie. Et puis, de son côté, elle me disait que ce n'était pas l'achalandage monstre, mais qu'elle n'avait pas arrêté de toute façon. Donc, elle avait continué de faire de la vente en ligne et puis les clients prenaient leurs produits. Donc, de son côté, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai parlé aussi à Danielle de chez Librairie Rosemary et puis elle aussi avait annoncé sur Facebook, bon, sa réouverture. Et puis elle m'a dit que oui, l'achalandage était assez important, qu'elle était contente que les clients soient revenus et que même si elle avait continué avec la demande en ligne, eh bien, elle était contente de justement recevoir des gens qui étaient directement physiquement dans le magasin. Parce que souvent, ben, on peut penser acheter quelque chose et puis on voit d'autres choses et puis on le prend. Donc, c'est sûr que le voir physiquement plus que le voir juste en ligne, eh bien, ça peut motiver certains achats qui sont plus spontanés. Ouais, puis je peux imaginer aussi que c'est pas nécessairement un réflexe pour tout le monde de magasiner ses livres en ligne. Fait que pour eux autres, le chiffre d'affaires, ça doit leur faire du bien, hein. Ah oui, oui, parce qu'il me disait là, une chute de 70 du chiffre d'affaires là, pendant la pandémie. Donc, c'est assez dramatique pour eux. Là. On parle de vraiment quelque chose qui a vraiment frappé dur. Hmm. Et puis, bon, on peut penser la vente en ligne. La vente en ligne, oui. Mais ce qu'elle me disait, il y a une face cachée un peu de la vente en ligne qu'on ne parle pas souvent, et c'est les frais d'expédition. Il y a beaucoup de frais d'expédition. Et puis, malgré que, bon, du côté des libraires, on s'est unis ensemble au Québec pour essayer d'avoir des meilleurs prix, donc un prix de groupe, si on peut avoir. Donc, on a des meilleurs prix chez les transporteurs. On va les nommer FedEx, Purolator, Post Canada. Et elle fait affaire beaucoup plus avec Post Canada. Et donc, ils ont des prix, mais c'est encore pas si c'est pas si profitable que ça. Donc, elle me disait, eh bien, si la personne achète, pour exemple, donné autour de 39 eh bien, la livraison est gratuite, mais elle dit, pour moi, la livraison n'est pas gratuite. Et puis, envoyer un livre, même de Buckingham à aller jusqu'à Gatineau, c'est plus que, exemple donné, si la personne achète moins, elle dit, nous, on charge des frais autour de 7 et puis c'est beaucoup plus que 7 pour envoyer, même juste à Gatineau. Et elle a eu un peu des commandes un peu partout à travers le pays, même, comme elle disait, au Canada aussi, il y a eu des gens qui ont demandé. Donc, c'est sûr que les frais d'expédition vont
couper un peu dans le profit et même beaucoup dans certains cas. Donc, c'est sûr que c'est une face cachée. Donc, on dit souvent, il faut avoir l'employé quand même pour faire la commande. Donc, si on a en plus à charger des frais d'expédition, surtout sur du matériel comme, par exemple donné, des livres qui, ça ne coûte pas cher, en fait, des livres. Donc, si on charge un certain profit, on coupe dans le profit pour aller chercher des frais de livraison, eh bien, c'est sûr que l'argent est moins là. La marge de profit est quand même pas mal diminuée. Puis surtout qu'avec les grands de ce monde, ben, on coupe dans certaines marges de profit qui a lieu à la vente de livres. Donc, on a quand même des frais fixes aussi. Il faut les entreposer, ces livres-là. Il faut, comme je disais, avoir des employés pour faire les commandes. C'est un petit peu plus complexe dans ce cas-là. Là. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une opportunité pour eux autres, mais je pense à la librairie parce qu'il est question de librairie, mais c'est comme ça pour plusieurs genres de commerce, d'exploiter un nouveau marché qui peut-être était moins habitué à utiliser? C'est sûr, mais il y a de l'adaptation à faire. C'est évident que, bon, on parle justement, comme je te disais, des frais de livraison, mais il y a d'autres frais aussi, là, juste le traitement en ligne. Il faut avoir quand même un service web Mhm. aussi qu'il faut avoir. On a Peut-être eux autres vu. gardent une marge de profit aussi là, dans le service parce que je sais que Mhm. la librairie Sabakian fait affaire avec, je pense que c'est les librairies ou Mon Libraire, quelque chose comme ça, là, qui est un Mhm. site qui gère plusieurs libraires du Québec. C'est ça. Donc, il y a des frais inhérents à ça, à être présent en ligne. Puis ça, souvent, on le dit pas. Puis souvent, c'est peut-être pas tant comptabilisé que ça. Mais quand on a des situations comme ça, eh bien, c'est là que ça va prendre tout son essor là, à dire, écoute, on a des frais, wow, on les avait pas vus. Et Mm. puis, on n'a qu'à penser justement au panier bleu, le fameux site du gouvernement Ouais. qui, au On a plus départ, entendu parler, mais ça, genre, on a eu un lancement, puis après ça, oui, pas tant que ça. On a eu des vraiment un gros, gros, gros lancement. Ça a été fait avec tambour et trompette, mm, puis ça stagne un peu. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent bon, à un Amazon québécois. Et là, on n'est pas là du tout. non. Ce n'est pas un Amazon québécois parce que Amazon permet d'avoir un magasin en ligne, mais offre la structure en tant que telle. Tandis que le panier bleu, c'est pas ça, ce n'est qu'un répertoire. Donc, il faut avoir, si on veut vendre en ligne, il faut avoir un site web que l'on administre soi-même ou on a une plateforme là, ici et là qui existe, mais il faut avoir quand même une infrastructure préalable pour se permettre de vendre en ligne sur ce site-là. Il y a beaucoup de compagnies, par contre, qui ont décidé de se mettre sur le panier bleu, faire leurs fiches mais qui n'ont pas de site web. On en a à peu près, là, je te dirais, au grosso modo, 50. Un sur deux a à peu près un site transactionnel. Puis, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut le faire. Il faut Mm. le faire, puis c'est comment on reçoit les paiements, comment on va recevoir l'argent. Est-ce que les gens vont automatiquement vouloir s'inscrire? Un des gros avantages d'Amazon, c'est que le, la personne n'a qu'un seul compte et peut commander partout à travers la planète. Mm. Tandis que là, s'il faut se créer des comptes sur chacun des sites, ça peut devenir un peu plus ardu. Et aussi, bon, ça peut. On sait que niveau sécurité en ligne, il y a eu des grands sites web qui ont été, comme on dit dans le domaine, hackés pour certains sites qui ont eu des gens là, qui ont pris des données de leurs clients, notamment des cartes de crédit et peut-être un éventail de sites sur lequel nos numéros se distribuent. Ça peut avoir un, comment je pourrais dire, un petit sentiment d'inquiétude là, chez certaines personnes. Ça peut causer et puis, l'avantage, c'est ça que je disais à Amazon, c'est un seul. Mais bon, si lui se fait pirater, ben,
ça revient au Un, même. un seul, puis ils font affaire avec PayPal, qui se fait super bien, puis qui est comme qui est sécurisant pour les gens. Tu sais, PayPal est quand même reconnu pour sa sécurité, hein. Avec de changer ça. Je suis curieux, quand tu t'es promené dans les commerces, là, ça avait l'air de quoi les mesures? Parce que là, il y a dû y avoir des trucs, c'est-tu le purel à l'entrée, ces choses-là? Y avait-tu un nombre maximum de personnes qui peuvent rentrer, j'imagine, dans le commerce aussi, là? Oui, bien, ça, déjà là, ici, avec nos commerces, la plupart étaient déjà ouverts ici à Buckingham. Je n'ai pas remarqué une grande réouverture de beaucoup de commerces parce que, bon, on n'a qu'à penser aux épiceries, aux pharmacies. Je vais nommer le Dollarama. Il y a le Canadian Tire qui était ouvert. C'est vrai. Tout était déjà ouvert et tout Ouais. était déjà mis en place. Donc, c'est les plus petites boutiques qui ont été mises en place avec des mesures. Eh bien, j'ai parlé justement avec Daniel de chez Librairie Rosemary, puis elle me disait que oui, les gens respectent. Il y a un employé qui est à la porte pour mettre, nettoyer les mains, puis nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, puis respecter les mesures, donner les mesures aussi, puis faire s'assurer que les gens soient à 2 mètres de distance. Mais généralement, les gens ont pas mal intégré ça, est-ce qu'elle me disait. Donc, il n'y a pas vraiment de problème en tant que tel là, pour ce Hmm. qui est du, de la distanciation sociale. Le monde le respecte et puis c'est ancré dans notre. C'est comme rentré dans notre ADN assez rapidement. Ouais, c'est pas mal rentré dans le coco, comme on dit. Mais puis même, on le faisait même avant la fermeture. Les commerces, ils avaient commencé déjà, les commerces, à mettre Mm. certains trucs en place. Je me souviens, certains magasins que je suis Ouais. allé, c'était déjà le purel et tout ça. C'est quoi donc je voulais te lancer? J'avais autre chose que je voulais te demander. Ah oui, ben c'est ça. Ben, là aussi, je ne sais pas si tu as pris le pouls dans ce sens-là, mais à cette heure qu'on va lever les barrages, est-ce que tu sens qu'il y a un vent d'espoir un peu, là, justement, chez les commerçants, de dire, bon, mais là, on s'en met à circuler, puis on va recommencer à avoir du monde? Ben, je sais pas, j'ai pas vraiment ressenti le vent d'espoir parce qu'il y avait quand même, les gens circulaient. Je me suis promené en fin de semaine et puis ça avait l'air d'une journée totalement normale. Je me suis promené lundi aussi, ça avait l'air d'une journée totalement normale. Donc, de ce côté-là, est-ce qu'on va avoir des autres personnes qui vont venir d'autres secteurs de l'Outaouais? Peut-être, mais je pense que les commerces ici étaient plus des commerces de proximité, donc avec des gens qui viennent Mhm. de la proximité. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un grand vent d'espoir, mais au moins, on va pouvoir avoir des gens qui vont circuler d'un bord et de l'autre et puis pour aller magasiner. Ceci dit, c'est quand même des choses à respecter. Et puis, bon, on essaie de se déplacer de manière essentielle. Donc, si on fait un tour, eh bien, on fait un tour de tous les commerces qui sont là. Et puis, on essaie de se déplacer le moins possible, évidemment. Ça commence à changer aussi un peu, c'est quoi qui est essentiel, là? Parce que là, mettons, tu pars d'une librairie, tu sais, l'essentiel, c'était d'aller à l'épicerie avant. J'imagine on tourne un peu autour de la définition d'essentiel, là. Oui, effectivement. Et puis, ben, c'est ça, c'est à chaque jour, à chaque semaine, à chaque plan qui est annoncé, eh ben, on rajoute, on extensionne ce qui est du service essentiel. Et puis, bon, c'est une bonne chose. On va commencer à reprendre une vie normale aussi. Et puis, pour certains commerçants, comme on a dit, là, des chutes dramatiques dans les revenus, eh bien, c'est sûr qu'on ne peut pas continuer comme ça ad vitam aeternam parce que sinon, on n'aura pas de réouverture après la pandémie. Puis, il y a déjà commerces qui, peut-être pas ici, mais au Québec, qui ont dit qu'ils ne rouvriraient pas. Fait que gros changement un peu partout. Un des changements, c'est la réouverture des écoles. On va aller jaser de ça avec Jasmin Bellavance de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Jasmin, bienvenue à l'émission. Merci de nous avoir accordé un peu de temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je peux imaginer, Jasmin, qu'à la commission scolaire, avec tout ce qui se passe, là, l'ampleur du travail doit être assez spéciale de devoir à coordonner tout ça en dedans de 2 semaines pour la réouverture des écoles. Bien, effectivement, c'est une tâche là, extrêmement complexe. C'est que dans le fond, on raye d'un coup de crayon tout ce qu'on a fait depuis des dizaines et des dizaines d'années
pour le refaire dans une toute autre méthode avec des nouvelles règles à respecter. Donc, c'est tout un processus jumelé à ça que plusieurs employés ont travaillé de la maison. Donc, c'est évidemment toute une organisation là, pour les écoles pour accueillir de nouveau les élèves à compter de lundi prochain. Et puis, en quoi ça diffère d'une rentrée scolaire en particulier, mis à part les règles de distanciation? Bien, évidemment, tout ce qui est lié à la distanciation est extrêmement complexe, ne serait-ce que le nombre d'élèves dans une classe, que tout ce qui est lavage de mains, circulation dans les corridors qui n'ont pas nécessairement 2 mètres de large. Donc, il faut complètement repenser la structure, l'horaire de l'école. Donc, c'est comme si on repartait en neuf, pour ainsi dire. Donc, une école qui serait totalement une école qu'on ne connaît pas. Là. Donc, on jette toutes les bases à terre et on repart à zéro. Là, finalement, c'est ça. Voilà, bien, je vais vous donner un exemple bien simple, la récréation. Vous et moi, on a été à l'école, la cloche sonnait, tout le monde sort, tout le monde s'en va dehors. Donc là, évidemment, cette modalité-là, avec la distanciation sociale, c'est impossible. Donc, dans ce sens-là, les récréations, il va y en avoir, mais ça va être un groupe ou 2 à la fois pour éviter de créer un nombre important d'élèves qui sortent et qui entrent au même moment et qui nécessairement ne seront pas en mesure d'avoir la distanciation sociale. Donc, des éléments aussi simples qu'une récréation changent du tout au tout. Dans la même ordre d'idée aussi, les activités qui sont permises à l'intérieur des classes, ça va changer. C'est-à-dire que souvent, les professeurs, ils pouvaient faire des activités de groupe, des choses comme ça. Ça ressemblait à quoi le fonctionnement d'une classe? Bien, évidemment, le travail d'équipe va complètement être modifié. Puis, ce qui va être particulier, c'est pour les plus jeunes. Parce que, notamment au préscolaire, il y a beaucoup d'activités qui sont liées à la manipulation. Donc, par définition, tous ces matériels-là, en tout cas, une large part de ces matériels-là ne seront plus dans les classes. Donc, les activités vont devoir évoluer, vont devoir changer. Et puis, évidemment, bien, les autres travaux de même nature, on va faire davantage de travaux individuels. Tout ce qui est travaux d'équipe, ça va devenir évidemment compliqué ou à tout le moins la structure va être changée. Et puis, on voit, les statistiques sont à peu près à 40 de taux de fréquentation pour la première semaine. Est-ce que vous avez été surpris ou vous attendiez à plus ou moins ou dans ces eaux-là? Bien, honnêtement, c'était très difficile à prévoir parce qu'on le voit avec les données partout au Québec, c'est très variable selon les régions. L'Outaouais est une des régions où le taux de retour à l'école est le plus faible. Dans certaines régions, on avoisine le 80 de retour des élèves. Donc, dans les circonstances, le fait qu'il y ait un nombre relativement bas va permettre peut-être de prendre les nouvelles méthodes plus rapidement, puis va peut-être être aidant, entre autres pour les membres du personnel, mais aussi pour l'acclimatation des élèves. Donc, quelque part, on voit ça positivement, que ce soit un nombre restreint pour commencer. Puis, effectivement, on va voir la suite des choses. Donc, ce n'est pas impossible que ce nombre-là augmente à travers les semaines, parce qu'il est toujours possible pour les parents de s'inscrire à l'école, évidemment, moyennant un délai minimum d'une semaine où ils doivent informer l'école que leur enfant fréquentait. Dans le contexte présentement, d'abord, ça veut dire que le nombre d'élèves par classe va être respecté. Il ne devrait pas y avoir de problème, j'imagine. Advenant plus d'inscriptions, qu'est-ce qui arrive si dans un groupe particulier, là, on a trop d'élèves pour les classes qu'on a? Ce serait quoi le plan de match à ce moment-là? Bien, il y a 2 possibilités. La première, c'est sur le nombre d'élèves. Le gouvernement a dit 15 maximum. Dans les faits, ce n'est pas toujours possible d'en avoir 15. Le critère clé, c'est la distanciation sociale de 2 mètres. Dans certaines classes qui sont plus petites, ça pourrait vouloir dire 9 élèves ou 12 élèves. Donc, c'est le 2 mètres qui compte avant le maximum de 15. Outre ça, quand dans un groupe, on n'est pas en mesure d'accueillir tous les élèves, bien, il y a certains autres locaux qui peuvent être utilisés. Je vous donne l'exemple de la bibliothèque. La bibliothèque, en tant que bibliothèque, ne peut plus être utilisée parce que
ça créerait une circulation trop importante. Par contre, ça pourrait être converti dans une classe. Ça, c'est la première possibilité, c'est d'utiliser des locaux qui sont dans l'école, comme le local informatique également, qui pourrait être transformé en classe. Une fois qu'on aura passé au travers de ces options-là, l'étape suivante, ce serait de transporter des élèves vers nos écoles secondaires qui actuellement demeurent fermées, en ce sens où il n'y a pas d'élèves qui vont être présents d'ici à la fin de l'année. Donc ça, c'est ce que je vais appeler le plan B, si on se retrouve avec certaines écoles qui ne sont pas en mesure d'accueillir tous leurs enfants qui seraient de retour. Et est-ce qu'on a pu voir, bon, on parle de 40 est-ce que c'est pas mal partout pareil ou est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus élevés ou des écoles où il y aurait un nombre d'élèves plus élevé qui se soit inscrit pour la première semaine ou c'est pas mal partout pareil? Effectivement, c'est assez variable. Globalement, c'est un 40 vous l'avez mentionné plus tôt, mais ça va jouer grosso modo là, entre 32 et 48 selon les écoles. Et si ma mémoire m'est fidèle, c'est l'école aux 80 dans le secteur Angers où le ratio d'élèves qui reviennent est le plus élevé. Au niveau des profs, est-ce que vous avez été en communication avec, j'imagine que oui, là, avec les profs, puis c'est quoi le pouls là, dans le personnel? Parce que moi, je connais beaucoup d'enseignants, puis je vois nécessairement les commentaires sur Facebook, tu sais comment ce que c'est. Puis, on dirait que c'est quand même assez négatif dans le sens que ils ne semblent pas trop savoir comment prendre, comment faire leur enseignement de façon de qualité dans le contexte avec toutes les restrictions auxquelles ils doivent faire face? Bien, effectivement, c'est très, très particulier. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et d'appréhension. Nous, à l'interne, on a fait un sondage pour connaître auprès des employés s'il y avait un retour, parce qu'au moment où on l'a fait, là, le retour n'était pas certain. Quels pourraient être les moyens qui seraient mis en œuvre pour les aider dans ce contexte-là? Évidemment, tout ce qui est mesures de protection, c'est des éléments importants. Donc, comme organisation, on a acheté des masques lavables, 2 pour chacun de nos employés. On a également des grandes quantités de visières, de masques jetables, de sarraux, des blouses là, pour certains types de personnel. Donc, tout ce qui est mesures de protection, achat de purelles, achat de lavabo temporaires. Donc, tout ça, on a procédé à de nombreuses commandes. On est confiant que tout va être en place là, pour l'arrivée des élèves. Outre ça, sur l'enseignement proprement dit, un des enjeux, c'est le fait que, les élèves n'ont pas eu de fréquentation depuis plusieurs semaines. Donc, évidemment, pour ceux qui seront présents, la première étape, ce sera la consolidation, donc de revoir certaines notions qui ont peut-être été oubliées pendant le confinement. Puis suite à ça, nos conseillers pédagogiques ont produit à l'intention des enseignants, puis nos enseignants également sont des spécialistes, donc beaucoup se sont organisés par eux-mêmes, vont mettre en place ce qu'on appelle les savoirs essentiels. Ce que ça veut dire, c'est que c'est les notions les plus importantes à connaître au terme de chacune des années scolaires. Et ils vont travailler, une fois la consolidation faite, ils vont travailler essentiellement là, sur les savoirs essentiels d'ici à la fin de l'année pour les élèves qui vont être physiquement présents à l'école. Et pour ceux qui seront à la maison, évidemment, il y aura des travaux qui sont liés à la fois à la consolidation et à ces savoirs essentiels-là pour que tous les élèves reprennent sensiblement au même endroit là, en septembre prochain s'il y a une rentrée comme on avait l'habitude de la connaître jusqu'ici. Ça m'amène à penser que, puis moi, c'était pas clair là, dans ce que j'avais lu. Qu'est-ce qui arrive? Là, c'est quoi qui est comme la note de passage, si tu veux, cette année? Là? Tu sais, un élève qui est en difficulté, là, on va être un peu plus tolérant s'il était proche de la note de passage, puis on va le faire passer, ou bien, tu sais, c'est quoi que l'enjeu, là? L'enjeu, c'est que il y a eu un deuxième bulletin, parce qu'il y a toujours 3 bulletins dans une année, plus une communication de 3 bulletins. Juste avant le confinement, il y a eu le deuxième bulletin qui a été émis. Donc, tous les élèves qui étaient en réussite à ce deuxième bulletin-là seront nécessairement en réussite au terme de l'année. Cependant, ceux qui étaient en échec au terme de cette deuxième étape-là, de ce deuxième bulletin-là, seront en mesure, évidemment, en travaillant fort, de peut-être réussir à rattraper et d'atteindre le seuil de passage. Ce ne sera évidemment pas automatique,
mais il y a une possibilité d'ici à la fin de l'année scolaire d'atteindre le seuil de passage pour ceux qui étaient en échec à ce moment-ci. Mais de quelle façon est-ce qu'il y aurait des évaluations à ce moment-là? Bien, c'est-à-dire qu'il y aura une certaine forme d'évaluation. Évidemment, tout ce qui est lié aux évaluations du ministère, ça a été annulé. Par contre, les enseignants, eux, sont en mesure de mettre en place des outils d'évaluation de différents ordres qui vont permettre de voir le cheminement de l'élève et peut-être de le faire passer si les notions sont comprises et apprises par l'élève d'ici à la fin de l'année. Et comment on va faire pour ceux qui restent à la maison? Il y en a qui ne vont pas aller à l'école. On parlait d'un 40 de ceux qui vont retourner. Donc, il y a un 60 qui va rester à la maison. Et il doit en avoir des élèves en échec qui restent à la maison. Donc, comment on va faire pour avoir un certain lien pour savoir si les notions sont apprises? Bien, il y a plusieurs. Pour les élèves qui seront à la maison, il y a plusieurs éléments qui sont en place. Il y a toutes les trousses pédagogiques qui sont envoyées aux parents chaque semaine. Il y a des cours magistraux qui sont offerts en ligne. Il y a un site web qui est mis en place par le ministère de l'Éducation qui s'appelle l'École ouverte. Mais également, il y a un certain nombre de nos enseignants qui ne peuvent pas retourner à l'école pour différentes conditions qui sont définies là, par l'Institut national de santé publique. Les gens qui sont âgés de plus de 60 ans, qui ont une maladie chronique, tout ça. Les enseignants concernés, eux, vont être affectés en télétravail et eux pourront donner un coup de main en support pédagogique aux élèves qui sont à la maison. Puis c'est ce qui me fait penser, si un enseignant craint pour sa santé de retourner au travail, malgré les mesures que tu disais que vous avez mis en place, est-ce qu'il est en droit de refuser de travailler par crainte pour sa santé? Bien, c'est sûr que nous, on n'est pas des spécialistes de la santé publique. Donc, évidemment, on se fie à ce qu'on reçoit comme documentation, entre autres de l'Institut national de santé publique, qui définit les différents cas de figure. Évidemment, dans ce type de cas-là, il y a toujours des cas très pointus auxquels les grandes lignes ne sont pas nécessairement applicables. Donc, pour chacun de ces cas-là, on fait des vérifications pointues. On essaye, évidemment, de prioriser là, les enseignants puis les membres du personnel qui travaillent dans les écoles primaires parce qu'il y avait un retour à l'école par opposition à ceux des écoles secondaires où, évidemment, on a certaines demandes, mais compte tenu qu'il n'y a pas de retour en classe, bien, le risque n'est pas le même. Donc, on est confiant qu'on va être en mesure là, de traiter toutes les demandes qui concernent le primaire avant la rentrée de lundi. Et puis, du côté des autobus scolaires, on a vu, j'ai notamment en tête Autobus Campo qui qui ont mis un rideau de douche, littéralement, pour protéger leurs chauffeurs. De notre côté, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que les chauffeurs d'autobus soient en protection et soient en sécurité pour qu'on puisse amener les enfants qui sont dans le transport scolaire plus efficacement et puis pour éviter la propagation? Bien, en fait, le code du transport scolaire est un peu différent des membres du personnel pour une raison fort simple, c'est que le transport scolaire s'effectue sous contrat. Donc, techniquement, les chauffeurs ne sont pas nos employés. Donc, il appartient à chaque transporteur de mettre en place les mesures de protection qu'ils jugent appropriées pour ses employés. Certains vont rendre disponibles des masques, certains vont aménager des espaces, là, comme vous l'évoquiez, le rideau de douche, j'en ai vu d'autres avec des plexiglas. Mais ça va dépendre de chaque transporteur. Pour ce qui est des élèves, ben, le transport scolaire va être beaucoup plus limitatif qu'antérieurement pour une raison bien simple. C'est que selon les circuits, antérieurement, pour des circuits uniquement du secondaire, un autobus peut accueillir 48 élèves. Quand c'est un circuit uniquement primaire, on pouvait accueillir des fois jusqu'à 60 élèves. Donc, maintenant, avec les règles de distanciation sociale, un autobus régulier, 12 banquettes, peut accueillir 12 élèves. Donc, vous comprenez qu'on diminue nos capacités d'accueil on divise par 4, voire par 5. Puis, on ajoute à ça au fait qu'il y a un nombre important de chauffeurs d'autobus qui sont âgés de plus de 60 ans et qui ne seront pas de retour. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la capacité
d'offrir le service, c'est considérablement réduit. Donc, c'est pour ça que le ministère de l'Éducation, le ministre précisément, a invité les parents autant que possible à venir reconduire leur enfant à la maison, du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire. Pour ceux dont c'est absolument impossible, on offre le transport, on est déjà en train de l'organiser, mais il y aura toute une mécanique très précise et très pointue pour s'assurer du respect des règles de distanciation sociale. Je vous donne un exemple. Le premier élève embarqué le matin va se rendre directement dans le dernier banc à l'arrière à gauche. Ensuite, le deuxième élève va se rendre dans l'avant-dernier banc du côté droit de l'autobus et ainsi de suite jusqu'à l'avant de l'autobus. À l'arrivée à l'école, c'est le chemin inverse. Donc, le premier en avant sort. Une fois qu'il est sorti, le deuxième va pouvoir aller dans l'allée centrale pour toujours respecter le 2 mètres. Donc, tout ça est un nouvel apprentissage, est une nouvelle séquence pour les élèves. Donc, tout ça, évidemment, va prendre un certain temps. Ça va être inculqué dès le départ aux élèves, mais de développer le réflexe, ça va évidemment prendre un certain temps, un peu comme dans nos écoles. Ça va être la responsabilité du conducteur, j'imagine, de diriger ça? Effectivement, parce que les parents ne pourront pas monter à bord de l'autobus, d'ailleurs, ne pourront pas entrer dans les écoles non plus pour éviter autant que possible d'avoir d'autres personnes que les élèves et les membres du personnel ou les chauffeurs selon le cas. Donc oui, ça va être les chauffeurs qui vont s'occuper d'informer les élèves, mais évidemment, quand on va confirmer aux parents qui ont fait la demande de transport, on va également leur transmettre les règles à respecter qui sont nouvelles par rapport à ce qui était déjà en vigueur avant. Mais évidemment, tout ce qui est les règles qui étaient déjà en vigueur continuent de s'appliquer. Les élèves doivent rester assis, ainsi de suite. Ça veut dire aussi que si j'ai inscrit mon enfant à l'école, ça veut pas dire qu'il est inscrit nécessairement au transport. Fait que là, j'imagine qu'il y a une inscription qui doit se faire pour le transport aussi, étant donné que les services sont limités. Là. Effectivement, c'était 2 inscriptions distinctes. Là. La façon qu'on a procédé, nous, qui avait un formulaire qui avait été acheminé par courriel aux parents, les parents devaient répondre si l'enfant était de retour à l'école et si oui, avait-il besoin du service de transport et avait-il besoin du service de garde. Ça permettait de bien planifier les besoins puis d'avoir une semaine pour organiser tout ça. Au niveau du transport scolaire, est-ce que c'est populaire? Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui veulent ou la plupart des gens vont aller porter leurs enfants à l'école? On est à peu près, il y a sur tous les élèves qui seront de retour, à savoir le 40 d'élèves de retour, il y a à peu près un 20 un élève sur 5 qui a demandé d'avoir le service de transport scolaire. Donc, nous, pour l'instant, on calcule qu'on aura suffisamment de chauffeurs et d'autobus pour desservir cette clientèle-là. Évidemment, si c'est à la hausse dans les prochaines semaines, ben là, ça va peut-être être difficile là, dans certaines situations. Puis, compte tenu que les places sont extrêmement limitées, ben, on a mis en place, on offre d'abord le service aux élèves qui étaient d'emblée transportés, parce que des fois, antérieurement, on transportait des élèves qui étaient dans ce qu'on appelle dans notre jargon, dans la distance de marche. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas droit d'emblée au transport, mais qu'ils pouvaient payer pour obtenir une place lorsque c'était possible. Donc, évidemment, on priorise les gens qui demeurent à une plus grande distance de l'école plutôt que les gens qui demeurent à 600-700 mètres de l'école et qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont demandé d'avoir le transport, ce qu'on était antérieurement en mesure de leur offrir. Je veux revenir, on a parlé tantôt là, de récréation, mais on n'a pas parlé de l'heure du dîner. C'est quoi le plan pour l'heure du dîner? Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce que c'est juste en classe? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, j'ai évoqué un peu les bibliothèques et les locales d'informatique, mais les cafétérias sont des lieux communs qui ne seront pas accessibles, à moins qu'on y aménage une classe. Mais dans les faits, les élèves vont dîner dans leur classe. Donc, ce qu'on nous recommande à la santé publique, c'est de maintenir l'enfant toujours dans le même lieu physique et évidemment toujours au même bureau pour éviter là, les risques de propagation. Donc, les élèves seront invités à dîner dans leur local. Évidemment, ce que ça veut dire, c'est que les élèves devront avoir soit un repas froid
ou s'ils ont un repas chaud, ce sera via un thermos. Il n'y aura pas d'accès au micro-ondes, compte tenu là, du fait que tous les élèves doivent y toucher pour l'ouvrir, fermer la porte, indiquer le temps qu'ils souhaitent avoir. Donc, les micro-ondes ne seront pas disponibles d'ici la fin de l'année scolaire. Puis du temps à l'extérieur aussi ou? Bien, il y aura du temps à l'extérieur, mais encore une fois, ce sera sur le même principe, ce sera en alternance. Donc, chaque groupe va être appelé à aller à l'extérieur, mais tout ça va s'échelonner tout au long de la journée. Puis qu'est-ce qui est permis aussi une fois à l'extérieur? Là? Parce que là, j'imagine un enfant qui s'en va dans le cours, est-ce qu'il a le droit d'aller dans les modules de jeu, ces choses-là? Ou là, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'ils vont faire dehors. Bien, c'est sûr que ça va être limité par rapport à ce qu'il y avait cours avant. Les modules de jeu sont fermés. C'est sûr qu'il y a certains jeux qui ne seront pas possibles. Entre autres, tout ce qui est matériel de manipulation que les élèves se partagent, ce ne sera plus possible. Donc, ça va considérablement limiter les choix de jeux, mais les écoles vont expliquer aux enfants qu'est-ce qui est possible de faire compte tenu des règles de distanciation sociale. Et pour septembre, qu'est-ce qui s'annonce pour septembre? On parle du retour, bon, évidemment, des écoles secondaires. Est-ce que vous avez des indications en ce sens que les mesures vont continuer même en septembre? Est-ce qu'on vous demande de vous préparer à ça? Bien, on n'en est pas là pour l'instant. Actuellement, ce qu'on a comme information, ça ne concerne que la rentrée du 11 mai et les semaines qui suivent. Pour l'instant, on n'a pas d'indication claire sur le mois de septembre. Donc, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Là. Ce sera une orientation gouvernementale qu'on aura en temps et lieu. Puis, de façon générale, les écoles, les commissions scolaires apprennent les nouvelles au même moment là, que les gens. Donc, souvent, ça se fait dans les conférences de presse du premier ministre ou autres. Donc, contrairement à ce que certaines personnes pensent, on n'a pas de longueur d'avance sur les consignes qui s'en viennent. On les apprend sensiblement au même moment que tout le monde. Je pense qu'on peut s'imaginer que les vacances pourraient être écourtées pour certains membres du personnel, étant donné une rentrée qui risque d'être pas à la normale. Bien, ce qui est sûr, c'est que notre calendrier scolaire va se maintenir autant pour la fin de la présente année que pour la prochaine. Formulé autrement, on n'a aucune indication que la rentrée se ferait plus tôt. Pour le reste, bien, on est en attente là, des directives ministérielles. Ouais, je parlais plus en sens de préparation avant la rentrée. Mais de toute façon, puis moi, ce serait ma dernière question pour toi, Jasmin. Est-ce que les professeurs, dans le contexte qu'ils sont, avec une limitation au niveau des locaux, au niveau du matériel, puis des activités qui ne peuvent pas être en groupe, est-ce qu'ils sont confiants d'être capables de pouvoir livrer un travail adéquat pour l'apprentissage des enfants? Puis dans le même sens, est-ce qu'ils ont du support pédagogique pour les aider à enseigner de cette façon qui va être nécessairement différente? Bien, évidemment, c'est sûr que ça chamboule toute la structure habituelle, toute la méthode habituelle. C'est sûr que nos conseillers pédagogiques, notre service des ressources éducatives produit des outils pour les aider dans cette tâche-là, mais nos enseignants sont des gens qui s'adaptent, qui se sont toujours adaptés. Donc, je pense qu'ils vont être en mesure de faire un excellent travail. Mais évidemment, c'est une question d'attente, en ce sens où comme on change complètement la méthode, bien, c'est sûr que ça va changer la façon de livrer l'enseignement, d'offrir des activités qui sont liées à cet enseignement-là. Donc, c'est un peu, pour les enseignants, dans le fond, il va falloir se renouveler puis revoir les méthodes parce qu'on ne peut pas faire autrement actuellement. Excellent. Je te remercie beaucoup, Jasmin, pour toutes les précisions. Puis je vais vous souhaiter une bonne réouverture des écoles. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Wow, mais je suis content. On a pu aller en profondeur avec Jasmin puis répondre à beaucoup de questions. Maintenant, on va rejoindre Benoît Lauzon, Sylvain. Oui, bien, avec la levée des barrages routiers, bien, il y a des inquiétudes ici et là dans la MRC. Et donc, on va en parler avec Benoît Lauzon.
Monsieur Benoît Lauzon qui est avec nous à l'émission. Monsieur Lauzon, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. J'imagine que ça doit être pas mal turbulent là, présentement à la mairie puis à la MRC. On sait qu'à la MRC aussi, entre autres, il y a beaucoup de touristes normalement qui s'en viennent dans les mois qui approchent. Là, on veut réouvrir les rues pour que les gens puissent lever les barrages plutôt pour que les gens puissent circuler. C'est quoi le sentiment que vous avez là, dans la communauté? Là? Est-ce que les gens ont peur de revoir le trafic puis les gens recommencent à fréquenter les commerces? C'est quoi le feeling que vous avez? Bien, je pense que c'est certain que les gens ont une certaine inquiétude. Puis, beaucoup d'interrogations avec le fait de lever les barrages. Qu'est-ce que les gens vont avoir le droit de faire ou pas? Je pense que le message devrait être clair de la part du gouvernement du Québec, parce que même si on lève les barrages, le déplacement entre les régions doit se faire pour des services essentiels, puis c'est ce qui est important présentement, parce que c'est la santé qui prime d'abord. Mais je pense qu'on était rendu là à ouvrir les barrages, là, à s'assurer de savoir comment on est capable de reprendre tranquillement là, une petite vie normale. Et aussi le fait que Gatineau n'a pas l'intention de rouvrir, surtout sur les ponts interfédéraux, il n'a pas l'intention de rouvrir rouvrir les vannes, mais on a un autre pont qui, bon, est à Hawkesbury, le traversier de Tursault qui devrait ouvrir dans pas long, s'il n'est pas ouvert déjà. Est-ce que ça inquiète les gens ou de voir que les gens vont passer par le Pontiac, peut-être pour éviter les questionnements des policiers qui s'en viennent, surtout ceux qui s'en viennent de l'Ontario? Bien, ce qui est important de comprendre dans les décisions qui ont été prises en lien entre le Québec et l'Ontario, là, c'est pas vraiment de barrer l'Ontario au Québec. Même s'il n'y aurait pas de barrage policier, des déplacements entre régions, on ne peut pas les faire quand même. C'est du fait que la ville d'Ottawa et la ville de Gatineau, qui sont à proximité, regarde, ça prend 4-5 minutes de traverser d'un côté à l'autre. C'est ce que le gouvernement veut prévenir. C'est pas empêcher les Ontariens de venir au Québec, c'est empêcher les déplacements de proximité qui pourraient se faire de façon pourrait se faire à vélo ou à pied ou même en auto. C'est ce qu'on veut prévenir, étant donné qu'à Ottawa, dans la ville d'Ottawa, il y a un point chaud au niveau des cas de COVID. C'est pour ça que la décision a été prise de barrer les ponts à ce niveau-là. Dans la MRC, il y a beaucoup de commerces de restauration, puis on sait que bon, le fait d'avoir de la circulation, ça peut ramener un petit peu d'économie, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'un autre côté, oui, il y a la crainte du questionnement, mais est-ce qu'il y a un peu de soulagement de la part des propriétaires de commerce, de dire ah ben on va pouvoir peut-être recommencer à faire quelque chose dans notre coin? Absolument. Les commerces, là, ils ont vécu les dernières semaines extrêmement difficiles avec la fermeture, là, on peut dire, de l'ensemble des commerces qu'il y avait sur notre territoire, là, sauf quelques-uns là, de services essentiels qui ont pu opérer. Maintenant, comment on reprend ça? Je pense que les commerçants sont prêts à mettre en place les mesures nécessaires pour être capables d'opérer de façon sécuritaire. Pour leur clientèle. La restauration, on en a beaucoup. On est une région touristique, on en a beaucoup. On n'a pas encore le OK pour ouvrir les restaurants. Par contre, on est capable d'opérer avec du take-out. Est-ce que c'est possible de le faire dans plusieurs restaurants du territoire? Mais je pense que les gens vont s'adapter, puis je pense que oui, c'est possible de le faire. Et puis, la situation, bon, on parle de Tursault qui a une situation quand même assez particulière. Bon, il y a l'usine qui n'a pas ouvert ses portes encore. Et puis, bon, le COVID, de un, va ralentir la réouverture de l'usine s'il y en a une. Et puis, de deux, est-ce qu'il y a des commerces qui vous ont dit, ben finalement, après la fermeture, nous, on ne rouvrira pas? Non, absolument pas. Regarde, les commerces, ils veulent ouvrir sur notre territoire ici à la ville de Tursault. C'est la même chose sur le territoire de la MRC Papineau. Notre service de développement économique à la MRC a accompagné les gens d'affaires qui avaient des besoins particuliers durant la fermeture. Là. On a eu une trentaine de demandes d'aide financière qui ont été déposées, qui ont été évaluées au niveau de la MRC. On a mis en place un processus plus rapide pour être capable de répondre aux besoins des gens d'affaires dans notre territoire. On sait que les gens d'affaires dans chacune des municipalités locales, c'est la base. C'est la base de nos communautés et ils sont extrêmement importants pour nous. Puis on va continuer à les soutenir. Puis on sait que c'est juste un début. La crise de COVID, la pandémie qu'on vit présentement, ça va durer longtemps. Maintenant, c'est quel genre de mesures qu'on peut mettre en place pour s'assurer la viabilité des commerces sur le territoire. C'est ce qu'on est en train d'évaluer présentement.
M. Lauzon, je sais que vous êtes près de vos citoyens, donc vous devez sûrement avoir le pouls là, de la communauté, là. Parce qu'à Tursault, vous avez vécu quand même une année particulière. On vient d'effleurer le sujet, il y a eu l'usine. Là, on vit ça au niveau économique. Je peux imaginer que ça doit être lourd un peu pour les citoyens à Tursault. Oui, c'est une année assez spéciale, comme on pourrait dire, là, avec la fermeture de l'usine. On est encore dans le processus pour la réouverture de l'usine. Le dossier va super bien. Je pense que les gens de Tursault sont quand même optimistes. On a vécu une période grise, comme on pourrait dire, là, mais les gens sont optimistes de la relance, de la papetière. Puis au niveau du COVID, sur notre territoire, ça va super bien. Les gens respectent les consignes. On n'a jamais vu autant de gens marcher sur le territoire, faire de l'exercice, puis c'est important de voir ça. Puis on les accompagne, mais on est en train de regarder au niveau municipal aussi qu'est-ce qu'on peut faire cet été pour s'assurer qu'on va maintenir une qualité de vie ici sur le territoire de la ville de Tursault. On avait une rencontre ce matin là-dessus encore. Et du côté des commerçants, bon, on sait qu'il y a eu quand même des pourparlers de certains qui ont dit, ben là, est-ce qu'il va falloir surveiller les gens qui viennent de l'extérieur et puis qui rentrent dans nos commerces? Est-ce qu'il va falloir, bref, mettre quelqu'un à la porte pour carter les gens pour savoir est-ce qu'il y a d'affaires ici? Parce que bon, le gouvernement a dit c'est bon, vous pouvez aller, exemple donné, à votre chalet, mais il faudrait que vous ameniez votre nourriture et que vous n'alliez pas dans les commerces pour potentiellement contaminer les gens de la région. Est-ce qu'il y a eu une certaine crainte de la part des commerçants à devoir faire ça? Il y a eu beaucoup de questionnements de la part des commerçants. Maintenant, moi, ce que je dis, le gouvernement du Québec, je pense que depuis le début de la crise, on a vu le premier ministre mettre des mesures en place, puis tout le temps faire confiance aux Québécois et aux Québécoises. Je pense qu'on doit travailler de la même façon. Il va y avoir plus de gens sur nos territoires, c'est certain. Le villégiateur va venir. On lui demande de ne pas aller dans les commerces, mais on va évaluer à chacune des semaines comment ça se passe, comment ça va. Si on a à intervenir, étant donné qu'il y en a qui ne respectent pas les mesures mises en place ou les recommandations faites par le gouvernement, mais on appliquera différentes mesures ou on contactera la Sûreté du Québec, la santé et sécurité au travail aussi, à savoir comment on peut s'assurer de faire respecter ce qui est demandé par le gouvernement. Mais pour l'instant, ce qu'on demande, on va le faire avec tout respect de la part des gens qui vivent sur nos territoires, des gens qui viennent consommer sur nos territoires. Je pense qu'on est capable de leur faire confiance. Justement, dans le respect des règlements, là, j'imagine que vous êtes en contact avec les agents d'appel de la MRC. Là. Comment ça se passe au niveau des barrages et tout ça? Parce qu'on a vu beaucoup d'articles dans les plus grandes villes, surtout parce qu'il y avait des récalcitrants qui ne respectaient pas les consignes. Comment ça se passe au niveau de la MRC? Non, au niveau de la MRC, ça va quand même assez bien. Le nombre de gens qui sont retournés de bord au niveau des barrages est encore quand même élevé. On parle d'un 20 des gens qui sont interceptés, là, que la Sûreté du Québec leur demande de retourner dans leur municipalité, étant donné qu'ils ne se déplacent pas pour un service essentiel. On sait que venir dans Papineau, il y a tellement de chemins que les gens peuvent prendre. Les gens connaissent les chemins. Les barrages sont faits sur les routes principales, mais il y a beaucoup de travail au niveau de la police qui se fait à l'intérieur même des municipalités. Fait que les interceptions se font à l'intérieur des municipalités. Fait que les gens qui passent par des routes secondaires pour se rendre sur notre territoire, mais eux sont passibles d'une amende. C'est pas de la sensibilisation que la Sûreté du Québec fait, c'est des amendes, étant donné qu'ils ont voulu contourner les mesures en place. Et justement, est-ce que vous pensez que le message a été assez clair de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire et de ce qui est un déplacement essentiel? Parce qu'on dit 20 des gens qui sont retournés de bord, c'est quand même assez élevé. Donc, est-ce que les gens n'ont pas compris ce que c'était l'essence même d'un déplacement essentiel? Bien, je pense que les gens l'ont peut-être compris, mais on sait avec l'arrivée du beau temps, les gens sont confinés quand même depuis un certain temps, de plusieurs semaines. Les gens voulaient se déplacer probablement ou voulaient changer d'air, comme on pourrait dire. Puis on a vécu ça dans les dernières journées avec l'arrivée du beau
autant. Maintenant, la Sûreté du Québec fait un travail exceptionnel sur notre territoire. Ils sont présents. On a augmenté les effectifs au niveau de la Sûreté du Québec. Maintenant, je pense qu'à force d'intercepter des gens, je pense que les gens vont comprendre qu'on ne fait pas ça pour le plaisir. On vit présentement une pandémie, puis c'est la santé, mais surtout la vie des gens qui en dépendent. À la municipalité, c'est pour l'été qui s'en vient, vous êtes les municipalités puis à l'MRC, en fait. Vous êtes, comme je disais tantôt, vous êtes une région touristique. C'est quoi l'ambiance qui règne là, au niveau d'administrer une ville? Comment ça se passe à administrer tout ça là, pour vous personnellement? Hein? Ben, c'est difficile. On a quand même, on pose beaucoup de questions, puis on n'a pas toutes les réponses pour pouvoir préparer notre saison estivale qui s'en vient. Je donne l'exemple au niveau des piscines, des jeux d'eau extérieurs, des terrains de soccer. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de les ouvrir ou pas? On parle de camps de jour encore. Le gouvernement a dit qu'on va pouvoir ouvrir des camps de jour, mais on ne connaît pas encore les mesures à mettre en place. Nous, au niveau des camps de jour, on est extrêmement inquiets. C'est donner des grosses responsabilités à des jeunes moniteurs entre 15 et 17 ans de gérer des enfants, de maintenir un 2 mètres entre eux, quel genre d'activités ils vont pouvoir faire, on ne les connaît pas encore. Puis aussi toute la gestion avec le parent. On sait qu'il y a beaucoup de questionnements au niveau de la reprise des écoles. Maintenant, quand ils vont envoyer leurs enfants au camp de jour, puis que l'enfant va revenir à la maison pour dire qu'il y en a un qui n'a pas respecté, qui est allé à côté, mais le moniteur de 15 à 17 ans va devoir gérer ça avec le parent. Puis on a énormément d'inquiétudes au niveau des camps de jour, puis au niveau de toutes nos infrastructures. Quel genre de vie on va avoir cet été dans nos milieux? C'est qu'on a hâte d'avoir de l'information au niveau du gouvernement. Et du côté des propriétaires justement de compagnies touristiques, on a des gîtes ici et là, on a des gens qui vivent du tourisme constamment. Et donc, c'est quoi leur perception, eux autres? Qu'est-ce qu'ils vont voir comme été? Est-ce qu'eux autres, ils sont déjà à l'état du désespoir ou ils ont encore un peu d'espoir qu'ils puissent rouvrir, avoir une saison quand même décente et profitable? Bien, c'est difficile, puis il y a beaucoup de points d'interrogation à ce niveau-là. On sait que quand on prend de la plus petite industrie touristique sur notre territoire à la plus grande industrie touristique, c'est quelque chose c'est circulaire, ça fonctionne ensemble. Notre région a été bâtie comme ça. Quand on parle du château Montebello qui est fermé, on connaît la quantité de gens qui viennent au château Montebello, puis les week-ends qui viennent sur nos territoires dans nos municipalités pour consommer des services. Quand on parle du parc Omega aussi, qui est près de 300 000 visiteurs, là, c'est du monde qui vient dans Papineau. Maintenant, là, si nos gros qui attirent vraiment le tourisme sur nos territoires ne peuvent pas opérer, ça va être extrêmement difficile cet été. Monsieur Lauzon, c'est un plaisir de vous parler ce matin. On va vous souhaiter la meilleure des chances dans cette gestion qui n'est pas évidente pour tout le monde. Et puis, on fera certainement un suivi là, plus tard dans la saison. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Un gros merci à Benoît Lauzon de nous avoir accordé cette entrevue-là. Puis merci à Jasmin qui nous a éclairci beaucoup là, sur la situation de la CSCV un peu plus tôt. Merci à toi, Sylvain, pour toute l'information aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine prochaine? Eh bien, pour vendredi, on a Mélisa Parenteau, qui est la présidente du RGABL, le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Et je suis en discussion avec la police de Gatineau pour savoir un peu qu'est-ce qui va arriver à partir de lundi, la levée des barrages routiers, qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire et pas le droit de faire, évidemment. Super, ne manquez pas ça vendredi prochain. Merci tout le monde.